il va bien, cria joyeusement Zossimov pour saluer les visiteurs. Il était là depuis une dizaine de minutes et s'était installé dans le coin du divan qu'il avait pris la veille. Raskolnikov était assis dans le coin opposé, complètement habillé et même lavé et coiffé avec soin, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. La chambre se remplit tout de suite, mais Nastasia parvint quand même à entrer derrière les visiteurs, et elle resta écouter. De fait, Raskolnikov était presque en parfaite santé, surtout par rapport à la veille. Il était juste très pâle, sombre et distrait. De l'extérieur, il ressemblait à un blessé ou à quelqu'un qui supporte une douleur physique très forte. Il avait les sourcils froncés, les lèvres serrées, le regard enflammé. Il parlait peu, à contre-cœur, comme en se forçant ou accomplissant un devoir, et une sorte d'inquiétude se montrait de loin en loin dans ses mouvements. Il ne lui manquait plus guère qu'un bandage à la main ou de la gaze autour d'un doigt pour ressembler pleinement à un homme qui, par exemple, souffre d'un panari très douloureux, ou s'est cogné la main, ou quelque chose de ce genre. Du reste, ce visage pâle et sombre s'illumina un instant comme d'un rayon de lumière à l'entrée de sa mère et de sa sœur, mais cela ne fit qu'ajouter à son expression, au lieu de la distraction angoissée qu'on y lisait, une sorte de torture concentrée. La lumière s'éteignit très vite, mais la torture resta, et Zossimov, qui observait et étudiait son patient avec toute la jeune fougue d'un docteur qui commençait juste à exercer, remarqua non sans surprise qu'à l'arrivée des siens, au lieu de la joie, ce qui se voyait en lui était une sorte de résolution pesante et secrète, celle de supporter 1 ou 2 heures de torture qu'il était réellement impossible d'éviter. Il vit ensuite que presque chaque mot de la conversation qui s'ensuivit touchait comme à une blessure de son patient et le retournait, mais, en même temps, il fut un peu surpris de la capacité qu'il démontrait, ce jour-là, de se maîtriser et de cacher les sentiments du monomane qu'il était la veille, lui qui, la veille encore, tombait presque en furie à la moindre parole. « Oui, je le vois bien moi-même, à présent que je suis presque guéri, » dit Raskolnikov, saluant avec joie sa mère et sa sœur, ce qui illumina tout de suite le visage de Pulcheria Alexandrovna. « Et ce n'est plus comme hier que je parle, » ajouta-t-il, s'adressant à Razumikine et en lui serrant amicalement la main. « Moi, il m'a même étonné aujourd'hui, commença Zossimov, très heureux de cette arrivée, parce qu'en 10 minutes, il avait déjà eu le temps de perdre le fil de sa conversation avec le malade. D'ici 3-4 jours, si ça continue de cette façon, ça reviendra tout à fait comme avant, c'est-à-dire comme il y a 1 mois ou 2, ou 3 peut-être. Parce que tout ça remonte à loin, ça a couvé, hein? Vous avouez maintenant que peut-être c'est vous-même le coupable, ajouta-t-il avec un sourire prudent, et comme s'il avait toujours peur de l'énerver d'une façon ou d'une autre. « C'est très possible, » répondit froidement Raskolnikov. « Si je le dis, poursuivit Zossimov, fondant de joie, c'est que maintenant votre guérison complète dépend uniquement de vous. Maintenant qu'il est possible de vous parler, je voudrais vous faire comprendre qu'il est indispensable de rejeter les raisons originelles, pour ainsi dire fondamentales, qui influent sur la naissance de votre maladie, et c'est alors que vous pourrez guérir, sinon les choses ne feront qu'empirer. Ces raisons originelles, je ne les connais pas, mais vous devez les connaître. Vous êtes un homme intelligent et bien sûr, vous vous êtes observé vous-même. J'ai l'impression que le début de votre maladie correspond en partie à votre sortie de l'université. Vous ne pouvez pas rester sans occupation, et c'est pourquoi le travail et un but clairement fixé, me semble-t-il, pourraient vous être d'un grand secours. Oui, vous avez entièrement raison. Je vais vite revenir à l'université, et là, tout ira comme sur des roulettes. Zossimov, qui avait aussi entrepris de donner ses conseils profonds en raison de leur effet sur les dames, fut bien sûr un peu interloqué quand, après avoir fini son discours et jeté un coup d'œil vers son auditeur, il remarqua sur son visage une moquerie très nette. Du reste, cela ne dura qu'un instant. Pulcheria Alexandrovna se mit tout de suite à remercier Zossimov, surtout pour sa visite nocturne de la veille dans leur hôtel.
Comment, il est allé chez vous cette nuit demanda Raskolnikov, comme inquiet d'un seul coup. Donc vous non plus, vous n'avez pas dormi après votre voyage? Ah, Rodia, ça a seulement duré jusqu'à 2 heures. Dounia et moi, même avant, nous ne nous couchions jamais avant 2 heures. Moi non plus, je ne sais comment le remercier, poursuivit Raskolnikov, soudain renfrogné et baissant les yeux. Laissant de côté la question de l'argent, vous m'excuserez si je l'ai mentionné, fit-il vers Zosimov. Mais vraiment, je ne sais pas en quoi j'ai mérité cette attention particulière dont vous faites preuve. Vraiment, je ne comprends pas, et c'est quelque chose même qui me pèse parce que je ne comprends pas. Je vous dis ça sincèrement. Ne vous en faites pas, reprit en se forçant à rire Zosimov. Mettons que vous êtes mon premier patient, bon, et nous autres, quand nous commençons juste à pratiquer, nous aimons nos premiers patients comme nos propres enfants, et même parfois nous en tombons amoureux. Et moi, n'est-ce pas, je ne suis pas riche en patients. Je ne parle même pas de lui, ajouta Raskolnikov en désignant Razumikine. Lui non plus, à part des injures et des soucis, je ne lui ai rien donné. « Ouh, le menteur, mettez d'humeur lyrique ou quoi aujourd'hui » cria Razumikine. Il aurait vu, s'il avait été un peu plus perspicace, qu'il n'y avait là pas trace d'humeur lyrique, que c'était même le contraire. Mais Avdotia Romanovna le remarqua. Elle fixait son frère d'un regard inquiet. « De vous, maman, je n'ose même pas parler, » poursuivait-il, comme s'il récitait une leçon apprise le matin même. « C'est seulement aujourd'hui que j'ai pu un peu réaliser ce que vous avez pu souffrir hier, ici, à attendre que je revienne. » À ces mots, soudain, sans plus rien dire, mais en souriant, il tendit la main vers sa sœur. Mais cette fois, ce qui fusa dans son sourire, ce fut une émotion réelle, non feinte. Dounia saisit tout de suite la main qui lui était tendue et la serra chaleureusement, heureuse et reconnaissante. C'était la première fois qu'il s'adressait à elle après leur dispute de la veille. Le visage de sa mère s'illumina d'exaltation et de bonheur en voyant la réconciliation définitive et sans parole du frère et de la sœur. « Voilà, c'est pour ça que je l'aime, » chuchota Razumikine qui exagérait tout, en se tournant énergiquement sur sa chaise. « Il les a, ces élans. Comme c'est bien tout ce qu'il fait, se disait la mère, comme ces élans sont nobles, et ce malentendu d'hier avec sa sœur, comme il l'a arrangé tout simplement, délicatement, et juste en lui tendant la main dans une minute pareille, avec un regard gentil, et comme il a des yeux splendides, et son visage, qu'il est splendide. Il est même plus beau que Dounia. Mais mon Dieu, ces habits qu'il porte comme c'est monstrueux. Vassia, le garçon de course à la boutique d'Afanassi Ivanovitch, même lui, il est mieux habillé. Et je serais prête comme ça à me jeter dans ses bras, à l'embrasser et à pleurer. Mais j'ai peur. J'ai peur, il est tellement comme... Mon Dieu, et il part gentiment là pourtant et j'ai peur. Mais de quoi est-ce que j'ai peur? Ah, Rodia, tu ne peux pas t'imaginer, reprit-elle soudain, pressée de répondre à sa remarque, à quel point Dounietchka et moi hier nous étions malheureuses. Maintenant que tout est passé, terminé, et que nous sommes de nouveau heureuses, on peut bien te le dire. Imagine-toi, nous accourons ici pour t'embrasser, en descendant, pour ainsi dire, du train, et cette femme. Mais la voilà. Bonjour, Nastasia. Donc soudain, elle nous dit que tu as la fièvre chaude, et que tu viens juste de t'échapper en cachette du docteur, en plein délire, dans la rue, et que tout le monde a couru te chercher. Tu ne peux pas croire ce que nous avons vécu. Moi, tout de suite, j'ai repensé à la mort tragique du lieutenant Potantchikov, une connaissance à nous, un ami de ton père. Tu ne te souviens pas de lui, Rodia? Lui aussi, il avait eu la fièvre chaude. Il s'était enfui de la même façon et au fond de la cour, il était tombé dans le puits. On n'a pu le ressortir que le lendemain. Nous, bien sûr, nous avions encore plus exagéré. Nous voulions courir chercher Piotr Petrovitch, et avec son aide au moins, parce que, tu comprends, nous étions toutes seules, complètement seules, fit-elle d'une voix plaintive. Et elle s'arrêta net, d'un coup, se souvenant que faire porter la conversation sur Piotr Petrovitch était encore assez dangereux, même si tout le monde était à nouveau complètement heureux. Oui,
Tout ça, bien sûr, est contrariant, marmonna en réponse Raskolnikov, mais avec un air tellement distrait et presque inattentif que Dunietchka le regarda stupéfaite. « Qu'est-ce que je voulais dire ?» poursuivait-il, rassemblant avec effort ses souvenirs. « Oui, je vous en prie, maman. Et toi, Dunietchka, ne pensez pas que je ne voulais pas venir chez vous aujourd'hui et que je vous attendais d'abord. » « Mais voyons, Rodia, s'écria Pulcheria Alexandrovna, s'étonnant à son tour. « C'est par devoir ou quoi qu'il nous répond, se dit Dunietchka. Il se réconcilie, il demande pardon comme si c'était une obligation ou une leçon apprise. Je viens de me réveiller et je voulais y aller, mais ce sont mes habits qui m'ont retenu. J'ai oublié de lui dire, Anastasia, de laver ce sang. J'ai juste eu le temps de m'habiller. » « Le sang, quel sang ?» s'inquiéta Pulcheria Alexandrovna. « C'est comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ce sang, c'est parce que, hier, pendant que je vagabondais un peu dans le délire, je suis tombé sur un homme écrasé, un fonctionnaire. »« Dans le délire ? Mais tu te souviens de tout ?» l'interrompit Razumikine. « C'est vrai, » répondit Raskolnikov, avec une sorte de souci particulier. « Je me souviens de tout, et jusqu'au détail le plus infime. Mais tiens, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis allé là, et j'ai dit ça, pour ça je n'ai aucune explication valable. » Un phénomène qui n'est que trop connu, renchérit Zosimov. L'accomplissement de la chose peut être experte, aussi rusée que possible, mais la direction des actes, la source de ces actes, est déréglée et reste sous l'influence d'impressions maladives de toutes sortes. Ça ressemble à un rêve. Mais si ça se trouve, c'est très bien qu'ils me prennent presque pour un fou, se dit Raskolnikov. Alors, dans ce cas-là, les bien portants, c'est souvent pareil, remarqua Dunietchka, posant un regard inquiet sur Zosimov. Une remarque assez juste, répondit celui-ci. De ce point de vue-là, c'est vrai que nous tous, et même assez souvent, nous sommes presque fous avec une seule petite différence, c'est que les malades sont un tout petit peu plus fous que nous. Parce qu'il y a une limite qu'il est indispensable de distinguer ici. Mais l'homme harmonieux, c'est vrai, n'existe presque pas. Sur des dizaines et peut-être sur de nombreuses centaines de milliers, on n'en trouverait un seul. Et encore, des exemplaires assez faibles. Au mot de fou que Zosimov, se lançant dans son thème favori, avait laissé imprudemment tomber, tout le monde fit la moue. Raskolnikov, comme s'il n'y faisait pas attention, restait pensif avec un sourire étrange sur ses lèvres pâles. Il y avait quelque chose sur quoi il continuait de réfléchir. « Bon, qu'est-ce que c'est alors, cet homme écrasé ? Je t'ai interrompu, » s'écria au plus vite Razumikine. « Ce que c'est ?» fit son ami comme s'il se réveillait. « Oui, donc je me suis sali dans le sang parce que j'ai aidé à le transporter chez lui. À propos, maman, j'ai fait une chose impardonnable hier, vraiment. Je n'avais pas ma tête. Hier, tout l'argent que vous m'aviez envoyé, je l'ai donné à sa femme pour l'enterrement. Maintenant, la veuve Tizik, une pauvre femme, 3 petits orphelins qui ont faim, la maison vide, et il y a encore une fille. Peut-être vous auriez tout donné vous-même si vous aviez vu. Pourtant, je n'avais pas du tout le droit, je l'avoue, surtout sachant ce qu'il vous a coûté à vous-même cet argent. Pour aider, il faut d'abord avoir le droit, sinon, crevez, chien, si vous n'êtes pas content. » Il éclata de rire. « Non, ce n'est pas ça, » répondit Dounia d'une voix ferme. « Oh, toi aussi tu as des intentions, » marmonna-t-il, après lui avoir lancé un regard presque haineux et un sourire moqueur. « J'aurais dû réfléchir. Bah, c'est parfait, tant mieux pour toi. Toi, tu arrives à une certaine limite. Si tu ne la franchis pas, tu seras malheureuse. Et si tu la franchis, si ça se trouve, tu seras encore plus malheureuse. Mais bon, tout ça, c'est des bêtises, » ajouta-t-il d'une voix agacée, rageant contre son emportement involontaire. « Je voulais juste dire que je vous demandais pardon, maman, » conclut-il d'une voix dure et tranchante. « Mais non, Rodia, je suis convaincu que tout ce que tu fais est magnifique, » dit sa mère, toute heureuse. « Ne croyez pas ça, » répondit-il en se déformant les lèvres par un sourire. S'ensuivit un silence. Il y avait quelque chose de tendu dans toute cette conversation, et dans le silence, et dans la réconciliation, et le pardon, tous le sentaient bien. Et c'est comme s'ils avaient peur de moi, se disait Raskolnikov, regardant par en dessous sa mère et sa sœur. De fait, plus Pulcheria Alexandrovna se taisait,
plus elle était terrorisée. Une pensée fusa dans son cerveau. De loin, je crois bien, je les aimais si fort. Tu sais, Rodia, Marfa Petrovna est morte, fit soudain Pulcheria Alexandrovna. Quelle Marfa Petrovna? Oh, mon Dieu, mais Marfa Petrovna, Svidrigailova, je t'ai tellement parlé d'elle dans mes lettres. Ah oui, je m'en souviens. Alors, elle est morte, c'est vrai? Demanda-t-il soudain comme s'il se réveillait. Alors donc elle est morte. Et de quoi? Figure-toi d'un seul coup, reprit suatement Pulcheria Alexandrovna, toute ragaillardie par sa curiosité. Et au moment précis où je t'écrivais ma lettre, exactement le même jour, figure-toi que ce monstre, à ce qu'il paraît, a été à l'origine de sa mort. Il paraît qu'il l'a battu d'une façon monstrueuse. Parce qu'il vivait comme ça? Demanda-t-il, s'adressant à sa sœur. Non, au contraire même. Il a toujours été très patient avec elle, même poli. Souvent il a été trop tolérant pour son caractère pendant 7 ans. Il a perdu patience comme d'un seul coup. Donc il est loin d'être si monstrueux s'il s'est retenu pendant 7 ans. J'ai l'impression que tu le justifies, Dounietchka. Non, non, c'est un monstre. Je ne peux rien imaginer de plus monstrueux que lui, répondit Dounia avec presque un tressaillement. Elle fronça les sourcils et demeura pensive. Ça leur est arrivé le matin, poursuivit se hâtant toujours Pulcheria Alexandrovna. Elle avait juste donné l'ordre de préparer les chevaux pour partir à la ville après le déjeuner, parce que, dans ces cas-là, elle allait toujours en ville, et il paraît qu'elle a mangé de grand appétit. Battue comme ça? Remarque, elle avait comme ça cette habitude, et dès qu'elle a eu fini de manger, pour ne pas tarder à partir, elle est tout de suite allée prendre son bain. Tu vois, parce que, je ne sais pas, elle se soignait en prenant des bains. Ils ont une source froide là-bas. Elle se baignait régulièrement tous les jours, et là, sitôt qu'elle est rentrée dans l'eau, d'un coup, une attaque. Je pense bien, dit Sosimov. Et il lui a fait mal en la battant? Mais ça n'a rien à voir, répliqua Dounia. Remarquez, maman, qu'est-ce qui vous prend de parler de ces bêtises? Murmura d'une voix irritée, comme malgré lui Raskolnikov. Oh, mon ami, mais je ne savais pas de quoi parler, s'entendit lui répondre Pulcheria Alexandrovna. Vous avez tous peur de moi, alors? Dit-il avec un sourire grimaçant. C'est entièrement vrai, dit Dounia, avec un regard droit et sévère sur son frère. Maman, quand elle montait les escaliers, elle en venait à se signer. Le visage de Raskolnikov se déforma comme sous l'effet d'une convulsion. « Oh, mais qu'est-ce que tu dis, Dounia? Ne te fâche pas, je t'en prie, Rodia. »« Pourquoi, Dounia ?» reprit très troublée Pulcheria Alexandrovna. « Non, c'est vrai. Pendant le voyage, pendant toute la route, j'ai rêvé dans le wagon. On allait se revoir, on allait tout se raconter, et j'étais si heureuse que je n'ai pas même vu la route passer. Mais qu'est-ce que je dis? Maintenant aussi, je suis heureuse. Ce n'est pas bien, Dounia. Je suis déjà heureuse parce que je te vois, Rodia. Voyons, maman, marmonna-t-il très gêné sans la regarder et en lui serrant la main. Nous aurons tout le temps de nous parler. À ces mots, brusquement, il se troubla et il pâlit. Une nouvelle fois, une sensation monstrueuse et récente lui traversa toute l'âme d'une froideur de mort. Une nouvelle fois, brusquement, il lui devint parfaitement clair et évident qu'il venait de dire un mensonge monstrueux, que non seulement à présent il n'aurait plus jamais le temps de se parler, mais qu'à présent il ne pourrait parler de rien avec personne, jamais. L'impression de cette pensée torturante fut si forte que pour un instant il perdit presque entièrement conscience. Il se leva et sans regarder personne voulut sortir de sa chambre. « Qu'est-ce qui t'arrive » cria Razumikine en le saisissant par la main. Il se rassit et regarda autour de lui sans rien dire. Tout le monde le regardait avec stupéfaction. « Mais ce que vous êtes ennuyeux tous » cria-t-il soudain d'une façon tout à fait inattendue. « Dites quelque chose. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez donc à rester comme ça? Allez, parlez, enfin, discutons. On se retrouve et on se tait. Allez, dites quelque chose. » Dieu soit loué, moi qui pensais que ça le reprenait comme hier, disait en se signant Pulcheria Alexandrovna. « Qu'est-ce que tu as, Rodia ?» demanda avec méfiance Avdotia Romanovna. « Comme ça, rien, un truc dont je me suis souvenu, répondit-il. Et il éclata de rire. « Bon, si c'est un truc, ça va.
Moi aussi, je commençais à me dire... marmonna Zosimov, se levant du divan. Mais il faut que j'y aille. C'est l'heure, je repasserai, peut-être. Si je vous trouve... Il salua et sortit. Quel homme extraordinaire, remarqua Pulcheria Alexandrovna. Oui, extraordinaire, excellent, cultivé, intelligent, reprit d'un seul coup Raskolnikov, avec une sorte de débit soudainement rapide. Je ne me souviens plus où je l'ai rencontré avant de tomber malade. Je crois que je l'ai rencontré quelque part. Lui aussi, tiens, c'est un homme très bien, fit-il avec un signe de tête vers Razumikine. Il te plaît, Dounia demanda-t-il, et d'un coup, il ne savait pas pourquoi, il se mit à rire. Beaucoup, répondit Dounia. Espèce de sale type, prononça Razumikine terriblement rouge et confus. Et il se leva de sa chaise. Pulcheria Alexandrovna sourit légèrement, et Raskolnikov repartit d'un grand rire. « Mais où tu vas ?»« Moi aussi, il faut que j'y aille. »« Mais pas du tout, reste. Zosimov fait partie, alors toi aussi, il faut que tu y ailles. »« Ne pars pas. Mais quelle heure est-il? Il est déjà midi. »« Qu'elle est jolie, ta montre, Dounia. Mais pourquoi vous ne dites plus rien, encore une fois? Il n'y a que moi qui parle. C'est un cadeau de Marfa Petrovna, répondit Dounia. Et elle vaut très cher, ajouta Pulcheria Alexandrovna. Et drôlement grande, presque une montre de dame. Moi, je les aime comme ça, dit Dounia. Donc, pas un cadeau de son fiancé, se dit Razumikine, et il fut très content. Il ne savait pas de quoi lui-même. Je me disais que c'était un cadeau de Lougine, remarqua Raskolnikov. Non, il n'a encore fait aucun cadeau à Dounietchka. Ha ha ha. Vous vous souvenez, maman, j'ai été amoureux et j'ai voulu me marier, dit-il soudain en regardant sa mère, sidéré par la tournure et le ton inattendu de ce qu'il avait dit. Ah, mon ami, oui. Pulcheria Alexandrovna échangea un regard avec Dounietchka et Razumikine. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand-chose. C'était une fille malade, comme ça, poursuivit-il, comme si, une nouvelle fois soudain, il restait songeur, et en baissant les yeux, vraiment souffrante. Elle aimait faire l'aumône aux mendiants, elle rêvait toujours d'entrer au couvent, et une fois, elle a fondu en larmes quand elle m'en a parlé. Oui, oui. Je m'en souviens bien. Et pas belle. Comme ça. Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi je me suis attaché à elle, parce qu'elle était toujours malade. Sans doute... Si elle avait été boiteuse en plus, ou bossue, sans doute que je l'aurais aimée encore plus. Il eut un sourire pensif. Comme ça. Un délire de printemps, quelque chose. Non, ce n'était pas qu'un délire de printemps, dit Dounietchka avec animation. Il posa un regard attentif, étendu sur sa sœur, mais il n'entendit pas, ou même ne comprit pas ce qu'elle avait dit. Ensuite, dans une profonde songerie, il se leva, s'approcha de sa mère, l'embrassa, retourna à sa place et se rassit. « Tu l'aimes toujours ?» murmura très émue Pulcheria Alexandrovna. « Elle ? Toujours. »« Ah oui, c'est d'elle que vous parlez. Non, tout ça maintenant c'est comme si c'était dans un autre monde. Et puis, si longtemps. En général, c'est comme si ce n'était pas là que tout se faisait. » Il les regarda attentivement. « Vous aussi, tenez, comme si je vous voyais à 1000 verstes. Mais pourquoi diable est-ce qu'on parle de tout ça? Et à quoi bon me poser des questions ?» ajouta-t-il avec dépit. Après quoi, il se tut en se rongeant les ongles et replongea dans sa songerie. « Qu'il est mauvais, ton logement, Rodia, une vraie tombe, dit soudain Pulcheria Alexandrovna. Je suis sûr que c'est à moitié à cause de ton logement que tu es devenu tellement mélancolique. »« Le logement ?» répondit-il d'une voix distraite. « Ouais, le logement y est pour beaucoup. Moi aussi, je me suis dit ça. Si vous saviez. N'empêche, quelle idée étrange vous venez d'exprimer, maman, ajouta-t-il soudain avec un ricanement étrange. Encore un peu et ce groupe, cette famille, après 3 ans de séparation, ce ton familial de la conversation avec l'impossibilité totale de parler de quoi que ce fût, tout cela aurait fini par devenir totalement insupportable. Il y avait pourtant une affaire obligatoire qu'il fallait d'une façon ou d'une autre régler le jour même. Voilà ce qu'il avait décidé à son réveil. À présent, il était heureux de cette affaire, parce qu'elle offrait une issue. « Voilà, Dounia, commença-t-il d'un ton sérieux et sec.
Bien sûr, je te demande pardon pour hier, mais j'estime de mon devoir de te rappeler une nouvelle fois que je ne renoncerai pas à ce que je considère comme essentiel. C'est soit moi, soit Lougine. Je suis peut-être une canaille, mais toi, tu ne dois pas. Un seul suffit. Si tu te maries avec Lougine, je cesserai tout de suite de te considérer comme ma sœur. Rodia, Rodia, mais c'est encore la même chose qu'hier, s'exclama douloureusement Pulcheria Alexandrovna. Et pourquoi dis-tu que tu es une canaille? C'est une chose que je ne peux pas supporter. Hier, c'était la même chose. Rodion, répondit Dounia d'un ton ferme et aussi sec. Dans tout ça, c'est toi qui te trompes. J'ai réfléchi à ça cette nuit et j'ai trouvé l'erreur. Cette erreur, je crois, c'est que tu supposes toujours que je me sacrifie pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. Ce n'est absolument pas ça. Je me marie juste pour moi-même, parce que, pour moi-même, ça me pèse. Et puis, bien sûr, je serais contente si je peux être utile au mien, mais ce n'est pas ça qui fait le fond de ma décision. Elle ment, se disait-il, en se rongeant les ongles de rage, l'orgueilleuse. Elle ne veut pas avouer qu'elle veut faire la bonne âme. Oh, ces caractères vils. Même quand ils aiment, c'est comme s'ils haïssaient. Oh, comme je les déteste tous. Bref, je me marie avec Piotr Petrovitch, poursuivait Dounietchka, parce que, de 2 mots, je choisis le moindre. J'ai l'intention d'accomplir honnêtement tout ce qu'il attend de moi, et donc je ne le trompe pas. Pourquoi tu fais sourire? Elle aussi, elle s'empourpra, et ses yeux étincelèrent de colère. Tu accompliras tout, demanda-t-il avec un ricanement venimeux. Jusqu'à une certaine limite, la manière et la forme de la demande de Piotr Petrovitch m'ont montré tout de suite ce qu'il lui fallait. Il a une haute opinion de lui-même, bien sûr, et peut-être un peu trop, mais j'espère que moi aussi il me respecte. Pourquoi tu te remets à rire? Et toi, pourquoi tu te remets à rougir? Tu mens, Avdotia. Tu mens exprès, juste par entêtement féminin, juste pour résister devant moi. Tu ne peux pas respecter Lougine. Je l'ai vue et je lui ai parlé. Donc, tu te vends pour de l'argent. En tout cas, tu fais quelque chose de vil, et je suis heureux qu'au moins tu sois capable de rougir. Non, je ne mens pas, s'écria Dounietchka, perdant tout son sang-froid. Je ne me marierai pas sans être convaincu qu'il m'estime et qu'il tient à moi. Je ne me marierai pas sans être absolument persuadé que moi aussi, je peux le respecter. Par bonheur, je pourrais m'en convaincre à coup sûr, et aujourd'hui même. Ce mariage, ce n'est pas une chose vile, comme tu le dis. Et quand bien même ce serait vrai que réellement je me suis décidé à faire une chose vile, toi, est-ce que tu as un cœur, si tu me parles comme ça? Pourquoi exiges-tu de moi de l'héroïsme, un héroïsme dont toi-même, si ça se trouve, tu es incapable? C'est du despotisme, c'est de la violence. S'il y a quelqu'un dont je vais gâcher la vie, ce sera moi. Je n'ai encore assassiné personne. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu es si pâle? Rodia, qu'est-ce qui t'arrive? Rodia, mon chéri! Mon Dieu, tu le fais s'évanouir, s'écria Pulcheria Alexandrovna. Non, non, des bêtises, rien. Ma tête qui s'est mise à tourner un peu. Je ne m'évanouis pas du tout. Vous y tenez à ces évanouissements. Ah. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Comment est-ce que tu vas te convaincre aujourd'hui même que tu peux le respecter et qu'il t'estime? C'est ça, non, que tu as dit? Tu as dit aujourd'hui, non? Ou j'ai mal entendu? Maman, montrez la lettre de Piotr Petrovitch à Rodion, dit Dounietchka. Pulcheria Alexandrovna, les mains tremblantes, lui tendit la lettre. Il la prit avec une grande curiosité, mais avant de l'ouvrir, il regarda soudain Dounietchka avec une sorte de surprise. C'est étrange, murmura-t-il d'une voix lente, comme soudain sidéré par une idée nouvelle. Au fond, pourquoi est-ce que je m'agite? Pourquoi on crie? Marie-toi avec qui tu veux. Il avait parlé comme pour lui-même, mais il l'avait dit à voix haute, et il resta un temps à regarder sa sœur comme interloqué. Il finit par ouvrir la lettre, tout en gardant toujours une sorte d'air de surprise étrange. Puis, lentement et attentivement, il se mit à la lire, et la relut 2 fois. Pulcheria Alexandrovna était particulièrement inquiète. Tout le monde, en général, attendait quelque chose de particulier. Ce qui m'étonne, commença-t-il après une certaine réflexion et en rendant la lettre à sa mère, mais sans s'adresser à personne de précis, il traite plein d'affaires, il est avocat, il a même de la conversation, comme ça, avec du chic, et qu'il soit si inculte quand il écrit. Il y eut un mouvement général.
ce n'était pas du tout ce qu'on attendait. Mais c'est comme ça qu'ils écrivent tous, remarqua soudain Razumikine. Parce que tu as lu? Oui. Nous lui avons montré, Rodia. Nous avons demandé conseil tout à l'heure, commença très gênée Pulcheria Alexandrovna. Au fond, c'est un style judiciaire, intervint Razumikine. Les papiers de justice sont écrits comme ça jusqu'à maintenant. Judiciaire? Oui, c'est ça, judiciaire, un style d'affaires. C'est-à-dire, non pas tellement un culte, et pas trop littéraire non plus, non, un style d'affaires. Piotr Petrovitch n'a jamais caché qu'il a fait ses études avec quelques kopecks. Il est même fier d'avoir fait son chemin tout seul, remarqua Avdotia Romanovna, un peu vexée par le ton nouveau de son frère. Oui, s'il en est fier, il y a de quoi, je ne dis pas le contraire. Tu es vexé, j'ai l'impression, Avdotia, de ce que j'ai tiré de cette lettre, une conclusion aussi frivole, et tu te dis que j'ai fait exprès de parler de petites choses comme ça pour te narguer, encore, par dépit. Au contraire, c'est en pensant au style qu'une remarque m'est venue en tête, et une remarque pas inutile du tout dans le cas présent. Je vois là une expression, ne vous en prenez qu'à vous, qui est mise d'une façon très claire, très significative, et en plus, il y a cette menace qu'il partira tout de suite si je me présente. Cette menace de partir, c'est exactement la menace de vous abandonner toutes les deux si vous n'êtes pas assez obéissantes, et de vous abandonner maintenant, une fois qu'il vous a fait venir à Pétersbourg. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut se vexer d'une expression pareille, venant de Lougine, comme on s'en vexerait si c'était lui? Tiens, qu'il l'avait écrite, il indiqua Razumikine. Ou Tsosimov? Ou n'importe lequel d'entre nous? Non, répondit Dunietchka, en s'animant. J'ai parfaitement compris que c'était exprimé d'une façon trop naïve et que, peut-être, le tout, c'est qu'il n'est pas expert dans l'art d'écrire. Ça, c'est bien raisonné, Rodion. Même, je ne m'attendais pas. C'est exprimé dans un style judiciaire. Pas possible d'écrire autrement dans un style judiciaire. Ça a juste donné quelque chose de plus grossier, peut-être, qu'il ne le voulait. Mais je dois aussi te décevoir un peu. Il y a dans cette lettre une expression, une calomnie sur moi, et une petite calomnie pas très propre. Hier, l'argent, je l'ai donné à une veuve phtisique, anéantie, pas sous prétexte de funérailles, mais directement pour les funérailles, et pas à sa fille. Une fille, comme il l'a écrit, à la conduite dépravée, et que j'ai vue hier pour la première fois de ma vie, mais bien à la veuve. Dans tout ça, je vois un désir trop pressé de me salir et de me brouiller avec vous. Là encore, c'est exprimé dans un style judiciaire, avec une précipitation même naïve. C'est un homme qui n'est pas bête, mais pour ne pas agir bêtement, il ne suffit pas de ne pas être bête. Tout ça fait le portrait de l'homme, et je ne crois pas qu'il t'estime beaucoup. Si je te le dis, c'est juste sous forme de conseil, parce que, sincèrement, je te veux du bien. Dunietchka ne répondit rien. Sa décision avait déjà été prise. Elle n'attendait plus que le soir. « Alors, qu'est-ce que tu décides, Rodia ?» demanda Pulcheria Alexandrovna, encore plus inquiète de ce ton soudain nouveau, ce ton pratique du discours. « Comment ça? Qu'est-ce que je décide ?»« Mais, Piotr Petrovitch, il a écrit que tu ne dois pas être là ce soir quand il viendra, sinon il repartira si tu viens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Ça, bien sûr, ce n'est pas à moi de le décider, mais d'abord à vous, si une telle exigence de Piotr Petrovitch ne vous offense pas, et ensuite, c'est à Dounia si elle non plus ne se sent pas offensée. Moi, je ferai ce qui est le mieux pour vous, ajouta-t-il sèchement. Dunietchka a déjà pris sa décision, et je suis parfaitement de son avis, s'empressa d'intervenir Pulcheria Alexandrovna. J'ai décidé de te demander, Rodia, et de te demander instamment d'être chez nous au moment de cette visite, dit Dounia. Tu viendras? Oui. Et vous aussi, je vous demande d'être chez nous à 8 heures, dit-elle à Razumikine. Maman, monsieur aussi, je l'invite. Tant mieux, Dunietchka. Si vous avez décidé ça, ajouta Pulcheria Alexandrovna, eh bien, faisons-le. Moi aussi, ça me soulage. Je n'aime pas mentir et jouer la comédie. Disons plutôt toute la vérité. Libre à vous de vous fâcher maintenant, Piotr Petrovitch.